Et donc, on peut s'intéresser aussi à cet autre aspect parce que, comme vous l'avez suivi d'ailleurs, au départ, la France qui avait annoncé que l'évacuation de ses ressortissants n'était pas à l'ordre du jour, a vite revu sa décision. 48 heures, je pense, ou 24 heures seulement après, eh ben, elle a commencé donc à évacuer ses ressortissants, le justifiant pour ne pas gêner une éventuelle intervention militaire. Ce que les présidents, j'allais dire, ou les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas fait, c'est-à-dire ils n'ont pas pensé à évacuer d'abord leurs ressortissants, même s'ils vont intervenir militairement. Et là, je me dis, est-ce qu'ils ont pensé tout de même à leur population, à leurs ressortissants qui sont au Niger, dans le cas où ils intervenaient militairement, ce que ça va donner, ou c'est simplement, ils se disent, bon, on peut les sacrifier, mais pour au moins sauver la démocratie. Alors, c'est là, vous touchez quelque chose d'important, Christian, c'est là où est tout le problème et tout le nœud de pouvoir faire la lecture de ce qui se passe, puisque la France a soutenu, vous savez bien, le fils Déby en grande pompe, en déroulant le tapis rouge. Donc, on se dit pourquoi ça les dérange autant de pouvoir intervenir, de pouvoir céder les putschistes aujourd'hui, sachant que le motif que avancé le général Tiani de plus ou moins de haute trahison peut tenir. Et le fait que le Bazoum a eu à parler lors d'une interview télévisée à l'Occident en disant que les djihadistes étaient plus forts que l'armée et tout ça, il y a une succession de mots, d'intervention de Bazoum qui n'est pas passé et pour l'armée, donc les putschistes, ils considèrent que c'est comme une haute trahison avec l'ennemi. Alors l'ennemi est identifié, ils estiment qu'il y a la France, les États-Unis et les putschistes en même temps. Maintenant, c'est de savoir, effectivement, vous parliez, est-ce que pour les intérêts français, est-ce qu'ils y vont plutôt pour leurs intérêts, pour la population qui sont sur place ou pour la démocratie. C'est là toute la controverse, j'ai envie de vous dire, parce que la démocratie qu'on a vendue au sortir des indépendances à toutes ces populations africaine. Et c'est cette démocratie-là, c'est comme un packaging avec des fraudes électorales, de la corruption, de la pression, des tueries, des crimes. Et c'est ce packaging qu'on a vendu à l'Afrique. Et de plus en plus, il y a l'éveil des consciences par cette jeunesse qui est connectée par les réseaux sociaux et autres, puisque la génération d'avant, il y a deux générations ou même une génération, ils ont été conformes à la France tout en ayant leur plume pour pouvoir dénoncer les choses. Il y a eu, vous avez vu les leaders qui se sont fait décapiter lorsqu'ils avaient eu des choses à dire. Donc la démocratie, on veut se réapproprier cette démocratie-là, être véritablement souverain en termes de démocratie peut-être panafricaine et c'est ça qui pose les questions. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de suivre Telar TV. Avec moi sur ce plateau, Olga Ndinga, consultante sur l'actualité géopolitique chez Ziana TV, pour commenter avec nous aujourd'hui l'actualité du Niger où les choses semblent se précipiter. Quand la guerre est inévitable, disait un éminent d'État, mieux vaut la démarrer. Est-ce la posture que veut adopter la CEDEAO? Mais à quel prix? Le coût humain, le coût économique et socio-culturel. On en parle donc aujourd'hui avec Olga Ndinka. Bonjour Olga et merci d'être avec nous sur Telar TV. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, et bonjour, David Landy. Je vous en prie, Olga. Bienvenue aussi à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur Telar TV, mesdames, messieurs. Je vais vous inviter à cliquer sur le petit pouce levé, c'est en bas de cette vidéo et de partager au maximum cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Je suis Christian Perrin si vous nous avez rejoint pour la première fois sur Telar TV. Olga Ndinka,
Accord militaire avec la France dénoncé, ambassadeur révoqué, France 24 et RFI interdit, une médiation ouest-africaine est conduite alors que l'ultimatum de la CEDEAO expire demain dimanche 6 août 2023 avec la possibilité d'une intervention militaire de la CEDEAO pour rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions de président de la République du Niger. Pensez-vous que cette intervention militaire pourrait avoir lieu? Cette intervention militaire est probable, effectivement, parce qu'on aurait cru que il y avait plutôt des médiations, hein, puisqu'il passe par trois étapes. Il y a d'abord les médiations qui vont se dérouler. Ensuite, il y a aussi cette pression de l'embargo. Et puis, après, il y aura la force, le recours à la force. Là où ils privilégiaient les médiations, apparemment, les putschistes restent sur leur position et ne souhaitent pas bouger et de leur côté, ils prennent de plus en plus de sanctions également à l'encontre de la France. Vous l'avez dit justement sur revoir les accords militaires qui avaient été, je pense, déjà signés depuis Mathusalem dans les années 1971. Et donc, on va probablement sur une intervention avec les désastres. On ne le souhaite pas, mais apparemment, oui. Mais est-ce que les négociations étaient encore possibles lorsqu'on a déjà pris toutes ces mesures avec, bien entendu, une menace d'intervention militaire? Était-il vraiment probable que ces négociations continuent? Alors, c'est vrai que les négociations ont été assez, je vais dire assez violente, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de négociation. C'est après. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le coup d'État, tout de suite, ce que nous avons vu, c'est qu'il y a eu des tombées de sanctions, un délai d'une semaine, l'électricité coupée et toutes les communications qui ont suivi, avec aussi cette pression que la France puisse sortir ses ressortissants. Donc tout ça mettait une pression à la CEDEAO pour pouvoir intervenir, mais également aux putschistes pour dire que voilà, nous sommes prêts. Il faut dire que les putschistes ne reconnaissent plus Bazoum, ce qui est dit. Il y a eu des conflits internes et puis les conflits idéologiques maintenant, puisque ça a été pris par l'ensemble par le Mali et le Burkina Faso et la Guinée pour faire bloc. Et c'est vrai que de là, ils n'ont pas été stratèges, la CEDEAO ni la France, en termes de diplomatie, parce qu'ils ont tout de suite, forcé les choses, ils ont tout de suite communiqué avec de la pression, et puis les putschistes ne souhaitent pas, souhaitent en découdre et campent sur leur position. Mais est-ce qu'on peut parler de maladresse du côté de Paris avec les mots durs qui ont été prononcés, les mesures aussi fortes qui ont été prises dès les premières secondes de ce coup d'État? Mais écoutez, on avait plutôt l'impression que c'était la France qui allait, qui avait un problème avec le Mali et qui devait intervenir. On n'a pas eu ce sentiment que c'est plutôt la CEDEAO qui mettait en place tout un dispositif pour que dire aux putschistes de pouvoir céder la place à Bazoum. On a eu l'impression qu'il y avait une base arrière et cette base arrière, c'était la France. Et c'est ça qui est dommageable. Et depuis quelques années, la France ne sait plus vraiment, sa diplomatie est très faible. Et je pense que c'est aussi une alerte, hein, un secours, parce que il faut dire qu'ils perdent leur bastion, le Niger, et c'est énorme. Et si le Niger s'associe en plus avec le Mali, le Burkina et la Guinée, ça veut dire qu'il y a d'autres partenaires qui vont être sur place, et donc la France va être évincée tout simplement sur dans un moment sur l'espace géostratégique et ça, la France ne veut pas du tout laisser partir du Niger. Alors, nous savons tous que l'idée de la force a émergé dès lors qu'un ministre de Bazoum a donné l'autorisation à l'armée française, j'allais dire à Paris, d'intervenir ou d'opérer une frappe chirurgicale sur le palais.
Et bien après, bien entendu, la CEDEAO est venue avec ses mesures aussi, hein, brandissant la menace d'une intervention militaire. Qu'est-ce qui pouvait, par exemple, permettre ou pousser ce ministre à autoriser une frappe militaire sur le palais présidentiel? Alors, je ne sais pas si ça a été confirmé, ce communiqué, Christian. Est-ce que vous pouvez me dire si ça a C'est été vrai qu'il avait confirmé? été un peu démenti, mais jusque-là, il n'y a pas des éléments cohérents pour ce démenti. Mais au moins, les nouvelles autorités du Niger ont lu le communiqué, ils ont précisé qu'il y a eu cette autorisation d'un ministre de Bazoum de frapper sur le palais. Ce que j'ai envie de vous dire dans tout ça, on est dans une situation de crise et donc chaque partie tire la couverture de son côté. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu et on sait bien la procédure, comment peuvent procéder les différents scénarios. Et donc la junte a eu à retenir ce scénario, hein, le nouveau gouvernement en place. Et c'est ce qu'on attendait aussi, hein, en filigrane, c'est ce que on voyait parce qu'avec tout le dispositif de communication qui s'est comment défilé ces jours-ci. Bien entendu, je pense qu'il y a une fuite et la France a dû faire retour en arrière parce qu'ils se sont rendus compte que le nouveau gouvernement du général Tiani avait des éléments d'écoute pour pouvoir déjouer justement leur plan. Nous restons donc sur cette intervention militaire parce que finalement, c'est vrai qu'il y a d'autres mesures hein, économiques, les sanctions qui ont été prises. Mais bon, aujourd'hui, il faut dire que tout le monde est focalisé d'abord sur cette intervention militaire parce que pour le commun des Africains, c'est quand même inédit parler d'une intervention militaire. Alors, si on s'intéressait par exemple à la cartographie, bien entendu, des pays, sinon de la zone, des pays qui se sont déjà prononcés, notamment pour comprendre le risque qu'une telle intervention militaire peut avoir au Sahel. Je pense donc au Mali, le Burkina Faso, il y a eu la Guinée, nous avons aussi la Mauritanie et l'Algérie qui se sont déjà prononcés dessus. Et c'est le cas de Mali, comme je l'ai cité tout à l'heure, le Mali, le Burkina, qui ont déjà dit, si vous agressez ou si vous intervenez militairement, cela sous-entend également une déclaration de guerre contre le Burkina et contre le Mali, ce qui est d'ailleurs justifiable parce que ce sont des pays limitrophes frontaliers avec le Niger. Est-ce que c'est Alors, toujours pour vraiment défendre la démocratie ou il y a tout alors autre chose derrière? hormis les pays limitrophes, on est tout simplement dans deux visions différentes. C'est-à-dire que les Burkinabés et les Maliens, ils ont eu à faire un putsch. Ils considèrent que le pays, cette zone est sous l'emprise de l'impérialisme. Et c'est qui ces impérialistes? C'est justement, ils ont un nom pour ça. Ils ont la France, ils ont les États-Unis, ils ont la communauté internationale, voyez-vous. Donc, à partir de ça, vous voyez bien qu'il y a deux blocs bien distincts où il est difficile de les concilier si ce n'est que effectivement une intervention sur le territoire. Ce qui est sûr, Mais est-ce c'est que, mais que est-ce que c'est pas, est-ce que ce n'est pas leur position n'est pas justifiée de savoir qu'ils sont quand même, ils ont des frontières communes avec le Niger et qu'en cas, par exemple, d'une intervention militaire, ben, naturellement, ça risquera de déboucher au niveau du Mali et du Burkina. Est-ce alors, que leur posture n'est pas ce que j'ai justifiée? envie de dire, c'est qu'il y a les djihadistes, ça fait un moment donné, hein, ça fait plus de 10 ans ils sévissent hein, au niveau du Sahel. Et bien entendu que lorsque on a déstabilisé la Libye, on a bien vu que tous ces troupes où Kadhafi avait intégré dans son armée, et c'est tous ces troupes qui se sont réunis en petits milices pour pouvoir aller à la conquête de leurs ambitions. Et donc, sur les frontières, que ce soit le Niger, le Mali et autres. Donc, il y a toutes ces problématiques qui se posent actuellement. Donc, les problèmes ont déjà été là. Voilà. Maintenant, je pense que le problème qui se pose actuellement, c'est un problème aussi philosophique, culturel par rapport à l'Afrique. C'est-à-dire est-ce que nous acceptons aujourd'hui de pouvoir voir qu'il y ait, entre guillemets, des frères africains
bien identifiés noirs qui se font attaquer, sachant que le continent africain veut la souveraineté de l'Afrique et que l'Afrique n'est pas encore arrivée à sa souveraineté, que l'ennemi n'est pas forcément encore cette junte ou ces putschistes et que l'ennemi c'est l'impérialiste et évidemment dégager en fait toutes les bases militaires étrangères qui se trouvent sur le sol des différents sols actuellement du Niger et autres. Et donc, on peut s'intéresser aussi à cet autre aspect parce que, comme vous l'avez suivi d'ailleurs, au départ, la France qui avait annoncé que l'évacuation de ses ressortissants n'était pas à l'ordre du jour, a vite revu sa décision. 48 heures, je pense, ou 24 heures seulement après, eh ben, elle a commencé donc à évacuer ses ressortissants, le justifiant pour ne pas gêner une éventuelle intervention militaire. Ce que les présidents, j'allais dire, ou les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas fait, c'est-à-dire ils n'ont pas pensé à évacuer d'abord leurs ressortissants, même s'ils vont intervenir militairement. Et là, je me dis, est-ce que ils ont pensé tout de même à leur population, à leurs ressortissants qui sont au Niger, dans le cas où ils intervenaient militairement, ce que ça va donner, ou c'est simplement, ils se disent, bon, on peut les sacrifier, mais pour au moins sauver la démocratie. Alors, c'est là, vous touchez quelque chose d'important, Christian, c'est là où est tout le problème et tout le nœud de pouvoir faire la lecture de ce qui se passe, puisque la France a soutenu, vous savez bien, le fils Déby en grande pompe, en déroulant le tapis rouge. Donc, on se dit pourquoi ça les dérange autant de pouvoir intervenir, de pouvoir céder les putschistes aujourd'hui, sachant que le motif que avançait le général Tiani de plus ou moins de haute trahison peut tenir. Et le fait que le Bazoum a eu à parler lors d'une interview télévisée à l'Occident en disant que les djihadistes étaient plus forts que l'armée et tout ça, il y a une succession de mots, d'interventions de Bazoum qui n'est pas passé et pour l'armée, donc les putschistes, ils considèrent que c'est comme une haute trahison avec l'ennemi. Alors l'ennemi est identifié, ils estiment qu'il y a la France, les États-Unis et les putschistes en même temps. Maintenant, c'est de savoir, effectivement, vous parliez, est-ce que pour les intérêts français, est-ce qu'ils y vont plutôt pour leurs intérêts, pour la population qui sont sur place ou pour la démocratie. C'est là toute la controverse, j'ai envie de vous dire, parce que la démocratie qu'on a vendue au sortir des indépendances à toutes ces populations africaine. Et c'est cette démocratie-là, c'est comme un packaging avec des fraudes électorales, de la corruption, de la pression, des tueries, des crimes. Et c'est ce packaging qu'on a vendu à l'Afrique. Et de plus en plus, il y a l'éveil des consciences par cette jeunesse qui est connectée par les réseaux sociaux et autres, puisque la génération d'avant, il y a deux générations ou même une génération, ils ont été conformes à la France tout en ayant leur plume pour pouvoir dénoncer les choses. Il y a eu, vous avez vu les leaders qui se sont fait décapiter lorsqu'ils avaient eu des choses à dire. Donc la démocratie, on veut se réapproprier cette démocratie-là, être véritablement souverain en termes de démocratie peut-être panafricaine et c'est ça qui pose les questions. Dans le même sens, Olga, et voilà, puisqu'on parle déjà de la démocratie qu'il faut restaurer, c'est cela. La démocratie, disons-le, tout le monde est d'accord avec ses valeurs, bien entendu, mais il faut qu'on commence à se poser les grandes questions, les bonnes questions, comme vous avez d'ailleurs amorcé, chez les peuples africains. Que veut dire ou que signifie réellement cette démocratie lorsqu'on sait que ces peuples meurent de faim, de misère, de pauvreté, ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas aller à l'école, n'ont pas d'électricité, croupissent dans la misère totale, mais vraiment dans la misère totale. Et lorsqu'on prend le cas du Niger, puisque c'est de cela qu'il s'agit, on sait bien que dans ce pays, la France exploite l'uranium. Mais comprendre que depuis pratiquement 40 ans, que la France alimente, et tout le monde le sait, c'est juste un rappel, au moins une ampoule en France sur trois est éclairée par l'uranium.
du Niger. Et dans le même temps, au Niger, 90% de la population est dans le noir, n'a pas d'électricité. Alors, à quoi donc, que signifie réellement cette démocratie des élections où on vient imposer les valets locaux, on sait bien avec les élections parfois truquées et très controversées. Eh ben justement, Christian, vous touchez quelque chose d'essentiel, c'est que les peuples ont expérimenté cela, ils ont cru à cette démocratie, on avait, il semblait qu'on était sur une bonne route et on se rend compte que les présidents qui sont mis en place, les élections truquées et finalement personne ne dénonce, la France ne dénonce jamais une élection. Quant aux Américains, oui, ils peuvent dire il y a eu des irrégularités, il faut faire attention, mais bon, voilà, on valide. Mais la France ne dit pas du tout, ne nuance pas du tout par rapport à ces précarés, hein, je le dis encore. Et donc, la population, la jeunesse africaine, réseautée entre eux, qui sont éclairés, ils ont eu plus de 20 ans pour être éclairés par les différents leaders panafricains de la conscience noire et de pouvoir mettre en place leur propre souveraineté, leur propre démocratie, le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Et donc, ils ne comprennent pas aujourd'hui, au Niger, vous avez vu qu'il y a une grande foule qui est descendue et on veut leur laisser croire que c'est juste une association, le M62, qui est la jeunesse souverainiste qui est en train de manipuler, c'est du complotiste. Alors, ça veut dire de prendre un peu la jeunesse pour des idiots, parce que toute cette jeunesse qui défile dans les rues, on dirait que c'est du complotiste par rapport à ça. Et donc, Mordicus, la jeunesse ne veut pas céder, la jeunesse est du côté des putschistes, et ils ont compris que si l'Occident a eu à mettre en place sa démocratie, c'est aussi en fonction de tout ce qu'ils ont pu prendre en Afrique, hein, c'est-à-dire que la jeunesse ne comprend pas pourquoi des entreprises telles que les entreprises d'uranium, de pétrole installées en Afrique, qui sont des entreprises cotées, le 440, et qui génèrent pas mal de choses, et quand ils se reconvertissent aussi dans les énergies renouvelables pour montrer une bonne image d'eux, comment ça se fait que, par exemple, là, le Niger, on va lui couper son électricité est coupée et que le Niger dépend à 70% d'un autre voisin en termes d'électricité, alors que le Niger alimente une grande partie, pour la moitié, l'Europe en termes d'uranium et toutes Et ces de choses. Donc, l'énergie, en fait. dans Évidemment, tout à l'heure, vous abordez. toutes ces Oui, inégalités, toutes ces inégalités écœurent et justifient tout ce que l'on voit aujourd'hui entre un discours institutionnalisé de l'Union européenne, de la France et des États-Unis, et un discours qui veut quitter la tutelle de la France, tout simplement. aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on veut passer comme message, que la CEDEAO est capable d'intervenir militairement pour aller réinstaller un chef d'État déchu, pour restaurer la démocratie. Ce sont leurs mots, bien entendu. Mais dans le même temps, on se pose quand même la question de savoir, le djihadisme est en train de sévir au Sahel depuis des années, des décennies. Pourquoi cette CEDEAO n'enverrait-elle pas, par exemple, une mission militaire comme ça, ou n'organiserait-elle pas une intervention militaire pour faire face à ces djihadistes? Alors c'est vrai, il faut que la CEDEAO puisse s'organiser, hein. La CEDEAO a également des limites hein, en termes de gérance sur comment l'espace d'un pays, même si en termes militaires, la CEDEAO est intervenue puisque son but c'est aussi rétablir la paix, l'épanouissement Mais la paix, c'est aussi la sécurité dans des la zone, à ce Africains. que je Oui, sache. c'est pour ça qu'il faudrait qu'ils puissent repenser leur système et que effectivement, si
on considère que la paix est menacée par les djihadistes, de pouvoir justement mettre en place une défense pour aller éradiquer ces groupes terroristes qui se trouvent, qui font du mal à des petits villages sans défense au niveau du Sahel. Et c'est là les questions que vous posez, ce sont les questions qui se sont posées les peuples africains depuis longtemps et que ce qui se passe actuellement sur la zone, sur l'espace Sahel, c'est juste la résultante de tous ces questionnements, de tout cet éveil, de toute cette conscience, et que maintenant, c'est l'application et l'action à toute cette réflexion. Et donc, Oui, on arrive à la mort d'un cycle pour honnête, parce que de toute façon, vous savez, il y a des cycles dans tout. Et là, il semblerait justement pour la recomposition d'une géostratégie au niveau de l'Afrique, il y a eu cette guerre en Ukraine qui a favorisé également que les guerres puissent être menées sur tous les fronts, c'est-à-dire les putschs puissent être menés sur tous les fronts et pour pouvoir se laisser un espace, puisque la France disait que son intérêt, c'est l'Europe, ben dans ce cas-là, si son intérêt, c'est l'Europe, ben de laisser l'Afrique se gérer d'elle-même. on commence à se poser la question de savoir est-ce que c'est une CEDEAO des chefs d'État ou une CEDEAO des peuples africains, parce que finalement, elle est toujours absente là où on l'attend, c'est-à-dire sur les questions beaucoup plus sensibles. On parle aujourd'hui, par exemple, de la question des migrants subsahariens en Tunisie qui sont tués, qui sont assassinés. Là, la CEDEAO ne parle pas. Cette CEDEAO qui n'intervient pas lorsque les chefs d'État opèrent les coups d'État constitutionnels, ça aussi, il faut peut-être le rappeler. Lorsque ces chefs d'État plongent leur population dans la misère, la CEDEAO n'est jamais là. C'est quand il y a un coup d'État, maintenant, il faut qu'on se dise, qu'on se pose peut-être la question de savoir, c'est quoi concrètement un coup d'État? La différence, c'est quoi? Parce que lorsqu'on viole la Constitution pour se maintenir au pouvoir, c'est aussi un coup d'État que l'on fait. Alors, donc, cette CEDEAO qui apparaît comme étant, ben voilà, euh, euh, on dirait une CEDEAO qui défend ses Alors, amis. C'est un club d'amis, des chefs d'État finalement. La CEDEAO, initialement, c'est pas une mauvaise idée parce que une organisation telle que la CEDEAO, où il aurait pu porter un autre nom, ou l'Union africaine et autres, c'était bien pour réguler justement une certaine démocratie, c'est-à-dire ceux qui étaient tentés de faire des putschs, de pouvoir réglementer ça et de pouvoir les ordonner de mettre en place la démocratie. C'est pas mauvais en soi cette réflexion démocratique. Le problème, c'est l'influence c'est-à-dire l'influence que les éléments extérieurs font sur la CEDEAO. Et il en ressort à travers comment cette crise au niveau du Niger que effectivement on voit bien que les premiers communiqués c'est pas forcément la CEDEAO, c'est plutôt la France, les États-Unis et on a l'impression que la CEDEAO agit sous influence de la France et des États-Unis. Et comment comprendre au niveau de la sous-région, là, beaucoup de gens comment contestent cette CEDEAO parce que vous avez vu le président nigérien Bola Ahmed Tinubu lors de son investiture, lorsqu'il a eu à parler, je pense que c'était à Abuja, et il a fait appel aux États-Unis, à l'Organisation des États-Unis et comme l'Union européenne pour pouvoir aider les Africains, les accompagner pour instaurer cette démocratie, pour que ça soit stable. Et ça, c'est un discours qui ne passe plus. Parce que lorsque vous voulez faire une organisation africaine, les Africains ne sont pas dans l'Union européenne. Il n'y a pas de base africaine à l'Union européenne ou aux États-Unis ou je ne sais où en Chine. Et donc,
cette population africaine voit une certaine injustice et veut se réapproprier tous ces instruments. Peut-être que la CEDEAO peut rester dans ces conditions-là, mais que ça soit en toute souveraineté de ses actions, mais avec ses homologues africains et peut-être mettre en place peut-être juste un rapport à l'Organisation des Nations Unies ou à la France, mais que ça ne soit pas puisque nous avons nos problématiques endogènes au niveau de l'Afrique. Et donc, si la CEDEAO a été mise en place, normalement, c'est pour prendre en compte toutes ces problématiques. Et c'est ça l'injustice qui règne au niveau de toute cette région du Sahel. La France, finalement, a rejeté la rupture annoncée des accords de défense avec Niamey, réagissant que seules les autorités légitimes du Niger ont la possibilité ou ont le pouvoir de dénoncer à ces accords. Et la question ici est de savoir c'est quoi donc la légitimité d'un pouvoir? Dans le cas du Niger, on a vu comment la population est sortie, est en train de manifester, je crois, jusqu'à maintenant là, pour soutenir évidemment les nouvelles autorités du Niger. Alors, c'est quoi donc la légitimité dont parle Paris et qui attribue finalement cette légitimité? Ben, le problème, c'est que la France se contredit. Si la France était cohérente du début jusqu'à la fin de son discours par rapport au continent africain, par rapport à ses différents bastions ou précarés, on aurait pu revoir ce qu'ils disent. Mais on a bien vu qu'au Tchad, on peut bien identifier ces précarés et à partir de là, la France a toutes les difficultés de communiquer, si ce n'est que de garder, de pouvoir, c'est un peu pour garder du temps. Vous Mais est-ce voyez, qu'on peut penser que finalement c'est une situation qui échappe à la France parce que dire que ce sont les autorités légitimes qui ont le pouvoir de dénoncer ces accords. Or, nous savons qu'au Mali, ce sont ben voilà, les nouvelles autorités maliennes qui ont dénoncé ces accords, qui les ont même rompus. Et au Burkina, c'est pareil. Pourquoi cette fois-ci, quand il s'agit du Niger, à ce moment-là, la France parle des autorités légitimes. Légitimes par rapport à quoi? Par rapport à qui? bon, disons que c'est des éléments de langage hein, lorsque le bateau coule, dans le sens où il faut savoir que le président Bazoum n'a pas encore renoncé à son pouvoir. Et à partir de là, le président Bazoum semble indiquer, je trouve, tardivement, ses doléances en disant qu'il est otage, attention, la Russie va occuper le terrain, attention aux djihadistes, mais c'est vraiment très tard. Il aurait dû le faire dès les premiers instants. Et donc, on se demande si c'est pas Blinken, le secrétaire d'État, ou Biden qui sont derrière tout ça, ou les Français qui lui somment de pouvoir se maintenir et quitte à ce que la population s'embrase et que on puisse quand même négocier la place de la France, c'est-à-dire que la France ne puisse pas partir totalement sur le territoire. C'est ce qui se joue, que la France veut gagner du temps en communiquant un peu tout ça. Ben, bon, c'est un peu légitime, hein, on va leur accorder cela, c'est un peu légitime qu'ils puissent dire oui, on ne reconnaît que voilà le président Bazoum parce que c'est vrai que diplomatiquement parlant, au niveau des règles, Bazoum semblerait il soit encore président. Le souci, c'est que le pauvre, c'est comme un mort que vous tentez de faire parler alors qu'il est déjà mort, voyez-vous, et c'est ce que on Bien perçoit à entendu, partir c'est de la une image. communauté internationale. Voilà, c'est un Oui, peu j'allais dire ça. que c'est une très belle image que vous venez là de nous D'accord. présenter à mort à qui. Bon, voilà. Mais alors, est-ce que on peut mettre vraiment le pied dans le plat? Ma question, c'est de savoir que défend concrètement la France dans cette histoire. Bon, ce qui est clair, c'est que la France défend ses intérêts. Le souci, c'est que on aimerait savoir c'est quoi ses intérêts, puisque dans tous les médias, la France relaie des communiqués en disant, ben, de toute façon, nous, le Niger,
10% qui nous rapportent, c'est rien du tout, c'est eux qui vont être perdants. Ben, il faut savoir que même si le Niger coupe la coopération, les accords avec la France, même en termes d'uranium, il y a d'autres partenaires. Il y a l'Iran où ils se sont rencontrés il y a quelques semaines ou il y a quelques jours. Il y a d'autres personnes qui sont preneurs pour pouvoir enrichir l'uranium. Hein. On le sait bien. On a bien attaqué l'Iran à partir de ça il y a une époque. On ne comprend pas. Si le Niger n'est plus vraiment, je veux dire, potable pour vous, n'a plus vraiment d'intérêt, pourquoi rester mordicus sur ce Et c'est territoire? évidemment, c'est la question que tout le monde se pose parce que à un moment La donné, France. pardon, à un moment donné, la France a fait savoir, bien entendu, par son élite politique, que finalement, la France ne gagnait rien en Afrique. Ça a été dit. Tout le monde a entendu. Et là, vous rappelez également, si réellement la France n'a pas d'intérêt, n'a rien à gagner au Niger, mais pourquoi elle continue à s'accrocher et de cette manière jusqu'à dire qu'elle défendra ses intérêts et de manière intraitable. C'est-à-dire, si vous touchez aux intérêts français, par exemple au Niger, ben, la France pourrait réagir. Donc, elle se réserve le droit de réagir. Bon, Lorsqu'on arrive à ce niveau-là, voilà pourquoi je posais oui, la oui, oui. question de savoir si réellement c'est toujours la démocratie qu'on va défendre là-bas ou il, c'est... il faut dire il y a la diplomatie aussi et que les présidents, lorsque vous serez peut-être président, vous allez voir que il faut défendre son pays, voyez-vous. Et donc, le président est à ce niveau de crise, c'est le premier chef des armées. Et lorsqu'un chef des armées parle, il doit se faire entendre. Non seulement se faire entendre par rapport à son armée, pour ne pas être discrédité, c'est très important par rapport à sa population pour montrer qu'il a cette posture toujours de président, de ne pas se laisser faire. Le souci, c'est que la population française ne lui a pas demandé cela et qu'il y a aussi des contestations, des divergences d'opinion au sein de l'armée entre ceux qui souhaitent céder. Donc, le problème de la France, c'est un peu ça. On a tellement on a tellement fricoté avec cette Afrique, avec ces présidents africains qui venaient quémander un peu de budget pour payer leurs fonctionnaires parce qu'ils ont englouti, c'est parti dans des affaires de corruption ou de je ne sais quoi. Donc ils viennent pour quémander et donc à partir de là, ils ont l'impression que les Africains ressemblent à leur président. Voilà. Et donc, cette manière paternalisme de parler à son homologue en tant qu'un pays, et ça se reflète et c'est ça que la jeunesse africaine rejette en bloc. S'il faut changer de partenaire, la jeunesse africaine au Niger est prête à se lever pour faire déguerpir la France. Vous voyez bien que le Niger ne parle pas des Américains ou des Italiens et autres, c'est bien la France. Donc c'est cette posture un peu d'arrogance parce que on a l'impression d'avoir très bien connu un peu les présidents dans leurs travers et autres, et on a l'impression que ce peuple qui ne dit rien, qui accepte le minimum de ce qui leur est donné, toujours on fait la dévaluation, il y a un certain nombre de choses qu'on met en place, on subit, on se dit bon, voilà donc sur ce côté dominant, donc ça se retrouve un peu dans le langage, dans les éléments de langage, sans prendre de gants, sans considération. Et ça, la jeunesse dit, ça ne passera pas avec nous. Si c'est passé avec nos pères et ou nos grands-pères avant, nous, on ne tolérera plus qu'on nous manque de considération. Et c'est là la guéguerre de se faire respecter hein, d'une nation. Et c'est la jeunesse qui est en train de construire sa propre nation. Voilà. Alors, la question suivante, c'est de savoir pourquoi la France, finalement,
semble toujours traiter avec les hommes forts installés dans les pays africains, je veux dire les pouvoirs forts. C'est ce qui ressort ici, parce que si les accords sont passés avec un État, donc d'État à État, le problème n'allait pas se poser au niveau, par exemple, d'un monsieur déchu qu'il faut absolument réinstaller pour qu'il continue à défendre les intérêts français. Pourquoi est-ce que la France accroche sur des personnes et non sur l'État? Parce que ce qui se passe au Niger aujourd'hui, si jamais, si seulement les accords entre Paris et Niamey étaient des accords qui engageaient un État envers un autre, il n'y aurait pas de problème de personnes qui devraient diriger ce pays et la France devrait se contenter de ce qu'elle a des accords avec l'État nigérien. Mais or, ici, il ressort, c'est ce que moi je vois, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que pour la France, il y a des hommes qui sont à même de défendre leurs intérêts et non les Oui, États. oui, c'est un peu en termes de diplomatie et de diplomatie politique sur l'Afrique. C'est ça le péché mignon de la France, parce que les autres peuvent le faire, mais pas de cette manière. Donc, je crois qu'ils ont, à travers l'histoire, ce rapport à l'Afrique, ce côté un peu tropical comme ça, de pouvoir comme si ils avaient plutôt des accords avec leurs hommes forts. On sait bien que à travers le monde, vous pouvez soutenir un président par-ci, par-là, c'est tout à fait normal parce que ça vous permettrait d'avoir un marché, on ne sait pas, on soutient toujours quelqu'un. Le souci, c'est que nous sommes dans des États, nous sommes normalement dans des nations souverains avec un État de droit. Et là, ils se comportent comme s'ils n'étaient pas dans des États. Donc, il y a des pays africains qu'on ne considère, ce n'est pas des États. Donc, lorsqu'on parle, ces dirigeants africains, lorsqu'ils disent que nous sommes souverains, nous sommes des nations, nous sommes, voilà, ce ne sont pas du tout des nations, ce ne sont pas des États. Et donc, il y a une permissivité qui se passe et qui se traduit aussi dans les rapports entre la France et ses différents pays. Lorsque la France soutient un homme fort, c'est parce que aussi il y a un vœu d'une mainmise sur toute l'institution et il y a un passe-droit de se balader dans les couloirs de ces palais comme ils veulent, de pouvoir instaurer des prix, que ce soit du pétrole, baril de pétrole, tout ça comme ils veulent. C'est pour ça qu'on veut revoir les accords, que ce soit militaires, économiques, qui étaient signés depuis les indépendances, parce que, bien entendu, nos dirigeants ont leur tort, parce qu'avec le peu qu'ils ont pu avoir, ils auraient pu aussi construire, ils auraient pu aussi mettre en place une vision et de pouvoir, c'est bien beau de dire oui, c'est la Chine qui nous aide le plus, la Chine nous aide le plus, mais eux-mêmes n'ont rien fait. Lorsque les intérêts, les bénéfices arrivent, descendent, ils perdent la mémoire. Ils perdent la mémoire il faut construire des cerveaux pour demain. Donc, il faut mettre au niveau de l'éducation, de la santé, l'innovation, toutes ces choses-là. Et pourquoi pas des écoles d'innovation, que nos étudiants soient les premiers à construire des drones qui vont dispatcher sur d'autres territoires. Donc, il y a ce laisser-aller que les présidents africains se sont comportés aussi comme un peu des capricieux, des gamins, parce que on leur a promis un siège à vitam aeternam. Le souci, c'est que ce siège-là, ça dépend des présidents qui passent au niveau de la France. Là, à l'heure actuelle, comme dans tout système, comme dans tout cycle, il y a un essoufflement. La France est arrivée à l'apogée, à la fin de son apogée, et la pilule est dure à, à avaler. Ah, Valé, oui. Alors, on va terminer puisque le temps est arrivé à la fin. Alors, dites-moi un peu, lorsqu'on observe ou lorsqu'on a suivi la réaction, bien sûr, ou les réactions de la Turquie, de Washington, de la Russie,
de l'Italie aussi, la France et les autres pays africains. Avez-vous l'impression que c'est la guerre froide qui se transporte, disons, qui est déportée vers l'Afrique? Et si jamais cette intervention militaire a lieu, quelles pourraient être les conséquences? Alors, ben déjà, les conséquences, on l'a vu au niveau de la CEDEAO, il y a trois axes, c'est-à-dire privilégier la médiation, après donc de mettre les sanctions possibles si la médiation, les putschistes restent sur leur position, donc on met toutes les sanctions possibles. Les aides budgétaires au développement, la France a coupé, l'Union africaine, l'Union européenne va couper, les États-Unis également vont couper. Donc ces jours-ci vont Mais être vraiment. il faut avouer que ces aides n'ont jamais aidé les populations. Ça n'a jamais profité au peuple de ces pays qui reçoivent ces aides au développement. Alors, quelles pourraient être donc Oui. les conséquences si jamais il y a une intervention militaire? Alors, je vais juste répondre par rapport aux aides. Il faut dire que la communauté internationale intervient annuellement sur le Niger à hauteur de 40% de leur budget. Voyez-vous, c'est quand même énorme. Mais énorme ne veut pas dire aussi impossible pour des gens qui pensent que leur souveraineté prime avant de Oui, mais que. en dehors de la souveraineté, Olga, Oui, si l'Union européenne intervient à 40%, comme vous avez dit, oui. dans le même temps, il faut signaler que le Niger, c'est un pays où on a plus de 70% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et il faut qu'on se pose maintenant la question, où va cette Oui. aide? Alors, je suis pas en contradiction avec vous. Je dis que tout simplement, si les sanctions tombent, déjà, comme vous dites, il y a 70% de la pauvreté. Il faut dire qu'il y a 50% de la jeunesse qui a moins de 15 ans. Et si on coupe toutes ces aides, déjà, ça va peser. Ça sera un désastre pour la population, à moins qu'il y ait une logistique qui se mette en place avec les pays voisins comme le Mali, le Burkina et peut-être d'autres pays vont pouvoir être solidaires au Niger. Et pourquoi pas la diaspora puisse mettre en place quelque chose pour pouvoir soutenir certains mouvements et que ça soit des aides humanitaires. Hein. Ça sera intéressant, cette piste également. Et c'est vrai que c'est problématique, c'est contestable, ces aides au développement, puisque on ne voit pas ce développement. On ne peut pas concevoir que depuis les indépendances, je crois que le Niger a fêté il y a 2 jours son indépendance. On ne peut pas concevoir que qui dépendent encore, par exemple, 70% d'un autre pays pour l'électricité, qu'il y ait autant de pauvreté, que sur l'indice humain, ils soient vraiment les derniers et que ça soit l'un des pays les plus pauvres également sur la planète. Et donc, c'est remis en cause toutes ces aides parce que lorsque vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré qui va dire à Poutine, nous ne voulons pas forcément de l'aide. Bien sûr, dans une période donnée, l'aide va nous aider, mais nous voulons apprendre à pêcher. C'est-à-dire que nous voulons savoir comment fonctionne cette technologie. C'est pas pensable que pour l'agriculture, qu'on soit encore à l'ère du Moyen Âge, voyez-vous, et ça fait Et mal au cœur. pendant que vous en parlez, Olga, il y a Oui. aussi eu une autre idée très forte, c'est lorsqu'il pose la question de savoir comment expliquer que ces pays africains qui sont vraiment riches en ressources naturelles, dotés de toutes les richesses du monde, dans le même temps, et des populations ou des peuples très pauvres de la planète. Ça, c'est au niveau des contrats. Vous savez qu'on peut avoir toutes les richesses du monde et que de pouvoir creuser, que ça soit des minerais, ça demande aussi une grande technologie que premièrement les Africains n'ont pas ou peut-être par négligence n'ont pas voulu mettre en place et parfois au départ pour commencer des Ces forages. Africains qui n'ont pas mis en place ces politiques ou ces stratégies, ou ils sont parfois empêchés de le faire.
Ah oui, non, mais c'est pour ça que je dis que les accords qui ont été mis en place depuis les indépendances, il faut que ça puisse être revu. Parce que on blâme aussi nos dirigeants, mais on ne sait pas ce qui se trame là-dedans. Ils ne font que subir. Et lorsqu'ils ne font rien, c'est parce que ils estiment parfois que bah, c'est à la France de faire parce que ils nous empêchent de tout faire, c'est à la Oui, France moi, de je faire. voulais insister là-dessus parce que Oui. généralement on dit, et ça c'est courant, hein, vous verrez sur les réseaux sociaux, on vous dira, ben, écoutez, vous accusez la France n'a rien à voir là-bas, les pays sont souverains, pourquoi est-ce que vous accusez tout le temps la France? Mais là, on a un exemple. Attends, pendant que le Niger veut rompre les relations ou les accords, par exemple de défense, Paris dit non, ça ne passe pas. Même si la France met au devant cet argument de pouvoir légitime, mais en fait c'est un refus pour Paris d'obtempérer à cette rupture, c'est ce que ça veut dire. Mais parce que probablement que dans ces accords, il y a des choses qui ne sont pas aussi, pas du tout claires. Pas du tout clair, pas du tout catholique et ça se ressent. Et donc, ces accords doivent être revus. Le problème, c'est on nous parle, il y a une ligne de communication, c'est-à-dire que oui, Bazoum reste le président parce qu'il a été élu démocratiquement élu, parce que le pays allait bien, qu'il était dans une lancée vraiment formidable de pouvoir éradiquer les djihadistes et autres. Et entre-temps, il fricotait avec les djihadistes également. Et entre-temps, il dénigrait l'armée. Donc, il y a aussi des notions de haute trahison. Hein. C'est-à-dire que l'armée peut considérer que c'est une haute trahison le fait de pouvoir communiquer même à la télé, au vu et au su des autres nations, que votre armée est faible. Les autres peuvent le dire, mais pas le président, puisque ça veut dire que vous-même qui êtes assis sur le canapé, on vous interviewe, ça veut dire que vous êtes faible, vous n'êtes rien du tout, et donc on peut vous passer dessus, voyez-vous. Et donc, ce discours ne tient plus de cette élection démocratique parce que les populations au niveau du Niger sentent bien qu'il y a une mainmise sur la personne de Bazoum et que finalement, c'est pas lui qui parle. On a l'impression que c'est la communauté internationale qui parle à travers lui, même si ça peut être censé. Bien entendu, on ne souhaite pas qu'il y ait des putschs à chaque fois parce que ça déstabilise l'économie d'un pays, ça déstabilise l'épanouissement, l'indice humain d'un pays, mais la différence entre les autres putsch, puisqu'il faut revenir là, Christian, la différence entre les autres putsch, pourquoi on n'accorde pas crédit à ces putsch, à ces putschistes aujourd'hui par rapport à ces putschistes d'hier. La différence, c'est que les putschistes d'hier parlaient d'instaurer cette démocratie avec les termes, les éléments de langage, patati patata. Le peuple africain n'attendait que ça parce qu'il voyait qu'au niveau de l'Occident des États-Unis, quand on parle de démocratie, il y a des choses qui sont faites. Il y a vraiment, chacun a un droit, chacun est citoyen, a des droits. Et donc, c'est pour ça que les peuples disaient, mais c'est pas mal cette démocratie, oui, on le veut. Et donc, c'est putsch ancien jouer sur ce sentiment-là je vais dire, de naïveté encore de la population africaine. Et entre-temps, la population africaine a eu à faire son expérimentation de cette démocratie venue d'ailleurs. Et maintenant, il dit, qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est la démocratie actuellement qui passe par Bazoum, une seule paix, un seul homme, et qu'on veut faire la guerre à toute une population et toute une jeunesse qui demande sa souveraineté, ou est-ce que c'est de pouvoir revoir cette démocratie, puisque les Poutines d'aujourd'hui, ce sont les Poutines qui ont des éléments de langage qui sont en contradiction avec les éléments de langage de l'Organisation des Nations Unies, de la France. Et donc, c'est là le problème. Donc, c'est une guerre idéologique. Donc, lorsque vous parlez un peu de guerre froide, tout ça, on y est, on y est. Ce n'est pas juste des Poutines comme ça, sortis comme ça. C'est des Poutines qui vont dans la lignée des Sankara, des Unyombe, de chez Kanta Diop, de tout ça. Et donc,
même ceux qui ne parlent pas, même les Africains qui ne parlent pas, ils ont une certaine fierté quand ils voient ça, parce que les enjeux ne sont pas au niveau du mot démocratie ou de ce qu'ils veulent nous faire à parler. Les enjeux sont au niveau d'un nouveau paradigme et des égalités des peuples pour le bien de tous, tout simplement. Et alors, si jamais il y a intervention militaire, je reviens là-dessus, quelles pourraient être les conséquences dans la sous-région? On peut Ben vivre justement, le mais même justement, scénario que la Libye, alors. mais ça va être le désastre. On a déjà vu que l'expérience au niveau de la Libye, que c'était vraiment désastreux parce que les mêmes les djihadistes qui se trouvaient que Kadhafi avait eu à mettre dans ses rangs et que lorsque on a déstabilisé la Libye et ils ont dû remonter, aller vers les autres territoires. Ces mêmes terroristes existaient déjà au niveau de l'Algérie avant cela. Lorsque la France n'a pas accepté que un certain parti en Algérie puisse prendre le pouvoir, et donc ils ont fui vers la Libye pour ensuite aller dans les autres pays. Donc ça va être désastreux. On n'espère pas, mais tout est fait, tout est en escalade pour nous dire que la guerre viendra. Ça voudrait dire que ben, peut-être Bazoum n'y sera plus, puisque eux souhaitent que ben, on enlève Bazoum, ils viennent récupérer Bazoum et qu'après, le Niger soit un terrain de jeu pour eux. Ben ça, je pense que les populations ne voudront pas. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit il y a pas longtemps, je ne sais pas si c'était maintenant ou c'est une vidéo qui datait, il dit on peut nous prendre aujourd'hui, mais sachez que vous ne partirez pas vivant non plus de cet espace, de ces pays. Et donc, oui, ça va être désastreux. On ne l'espère pas pour les populations. Bien entendu que les populations sont résignantes, mais on n'est pas dans un monde pour être résilient. Vous venez pas au monde pour être résilient parce qu'on vous donne que des miettes et vous n'avez rien et vous devez être résilient. On est dans un monde, il y a des richesses et ça devrait se traduire dans les faits de ce que la population aussi mérite son épanouissement, que dans le panier de la ménagère, qu'on puisse avoir la différence et que les Nigériens puissent voyager où ils veulent parce qu'ils ont le pouvoir d'achat de voyager où ils veulent et non pas qu'ils subissent cette guerre, cette influence des nations parce que il faut qu'on puisse concéder une certaine richesse et même aider les Nigériens à pouvoir monter en puissance, stabiliser leur pays en cédant une part de leur richesse. Même si les présidents africains, ils ont aussi leur part belle dans le malheur des populations africaine. Et donc, Alors, voilà. Christian, je vous disais que au niveau de la CDAO, toute cette escalade des sanctions, des mots, euh, de toute façon, les putschistes, vous avez bien vu, hein, le fait même qu'ils disent que la France doit déguerpir les 1500 soldats, et ça, c'était la peur des Français. Et ça s'est traduit en mots à travers le général Tiani. Et donc, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Ils vont faire pression au niveau de CDAO. Ils l'ont fait, hein, parce que lorsqu'ils sortent leurs ressortissants, c'est un peu pour dire à la CDAO, ben, écoutez, nous, on a fait notre part de job, on vous a eu au téléphone, allez jusqu'au bout de ce que vous allez faire parce qu'il y aura des pots cassés de toute façon. Donc, Biden, de son côté, essaye peut-être de donner peut-être une sortie honorable aux généraux de Tiani. Le problème, c'est qu'on n'est plus à négocier dans ces termes, on est vraiment dans une guerre idéologique. Et qui ne dit pas son mot, c'est que cette guerre idéologique, ceux qui mènent aussi ces putschistes sont du côté de Poutine. Ça, on ne le dit pas. La civilisation que l'Afrique veut également, ils ne veulent pas que ça ressemble à
à la civilisation européenne ou américaine, du fait que les subventions qu'on les accorde, c'est peut-être pour influencer leur culture et qu'il y ait une dépravation, puisque l'Afrique est déjà dans la misère. Si on cède à certains droits qu'on a, l'Afrique va ne pourra plus s'en sortir. Donc, on ne sort pas la carte de Poutine, mais il y a un alignement déjà, il y a un axe qui est déjà en train de se mettre en place. Voilà. Surtout que les pays ou les États sont libres, voilà, de choisir leurs partenaires. Et donc, puisque on parle de l'intervention militaire, c'est la dernière question que j'allais vous poser, c'est que est-ce que vous ne pensez pas que finalement, puisque hier on a entendu dire la CEDEAO, si elle n'intervenait pas militairement, elle deviendra la risée du monde entier. Est-ce que ce n'est pas là des égos qui commencent à prendre le dessus de cette situation, de cette affaire? Est-ce que c'est toujours pour défendre la démocratie? Et sachant que aujourd'hui, Mohamed Bazoum est entre les mains des nouvelles autorités du Niger et qu'une intervention militaire peut aussi faire que les choses se terminent très mal pour Bazoum. Oui. Euh, pour la crédibilité de la CDAO, Parce que ça jusque-là, pardon, pendant que vous répondez, Olga, jusque-là, il faut signaler qu'il n'y a pas eu effusion de sang. Ce coup d'État s'est fait sans que le sang ne coule. Oui, oui, il n'y a pas eu d'effusion de sang parce que le peuple est du côté des putschistes et puis également tous les généraux, même si on sous-entendait que ils étaient un peu sous l'influence du fait qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de dégâts, ils se sont rangés. Mais non, au jour de maintenant, on se rend bien compte que l'armée est du côté de Tiani. Et ceux qui résistent, comme les personnes, les ambassadeurs, l'ambassadrice du Niger en France qu'on a vu, on a vu récemment intervenir, qui ne savait même pas en termes de stratégie ce qui se passait, tout ça. Enfin bref, il n'y avait pas vraiment de contenance dans ce qu'elle disait. Bon, on comprend bien qu'ils veulent rester pour rester, c'est sûr, ça fait mal. Et puis il y a d'autres ambassadeurs autour. Ce qui a lieu, c'est que la CDAO ne pourra que sortir noble de cette crise si elle fait la nuance sous le fond et la forme. Tout est une question de communiquer sous le fond et la forme. Bien entendu, de dire qu'ils n'avaient pas bien apprécié la crise, la situation, mais ça, il faudrait aussi que les putschistes aient quand même un côté humble de pouvoir communiquer leur vision clairement, peut-être sans ce côté des égaux, faire comprendre au Nigeria, au président Nigeria qui est président de la CDAO, La CDAO, oui. Bola Ahmed Tinubu, lui faire comprendre leurs intérêts et de pouvoir même avancer un agenda sur ce gouvernement, de transition, pour que on puisse laisser le temps aux putschistes de pouvoir mettre quelque chose en place et que Tiani peut-être puisse céder le pouvoir. Mais ça, on, on, lorsque on regarde Christian, on a l'impression que tout le monde est campé sur ses positions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Donc un c'est la ou guerre des l'autre. égaux, finalement. C'est la guerre des égaux. Personne pour élever l'autre, personne pour faire. Mais il y a des pays, hein, il y a des pays qui étaient par exemple contre le putsch et qui ont dit non, nous ne souhaitons pas l'intervention militaire parce que culturellement parlant, philosophiquement parlant, ils ne veulent pas le dire, mais philosophiquement parlant, on voit mal pour qu'un peuple souhaite sa souveraineté. Même si on dit que les putschistes
parce que j'ai entendu qu'ils étaient dans la répression autoritaire parce qu'ils fermaient les médias, ceci, cela, enfin bref. Bon, on est en temps de guerre, les mots, enfin en temps de guerre, en tous les cas en temps de Oui, crise, c'est un temps de et, guerre. On a vu ça en et, France, comment on a fermé RT, voilà. comment on a Voilà, donc fermé on comprend bien Spoutnik. Ben, c'est normal. les jeux de mots, voilà, on est éclairé un peu dessus et donc ça ne fait pas sensation, même quand on dit répression autoritaire, ça ne fait sensation à personne aujourd'hui, si ce n'est que à des personnes qui sont un peu chevronnées. Et comme quoi, Voilà. c'est autoritaire quand ça se passe chez les autres. Je rappelais tout à l'heure qu'en France, on a fermé les chaînes comme RT, Spoutnik et bien d'autres. Ben, en temps de guerre, ça Ah non, arrive, mais c'est là, on vous pas dira prévu. que non. Là, on vous dira qu'un pays a été attaqué. C'est Oui, un mais peu parce que là ça. aussi, il y a un pays qui risque d'être attaqué. C'est normal qu'ils prennent déjà les précautions. On ne sait jamais. C'est pour ça que, c'est-à-dire je vous ai dit, il y a une guerre idéologique, on n'est pas sur les mêmes termes aussi. La démocratie, comme ils le conçoivent, les autres ne le conçoivent pas de la même manière. La répression, telle qu'ils le disent, les autres ne le conçoivent pas de la même manière. Donc, c'est un langage de sourds, complètement. Voilà. Et c'est pour ça que les égaux se composent parce que c'est le plus fort qui gagnera. Mais en tous les cas, du côté des putschistes, ils sont déterminés, à moins que de voir si, par rapport au général Tiani, il y a un pays qui considère le plus et qui est plus à l'écoute par rapport à un président, un sage, plus ou moins, pour qu'ils mettent un peu de l'eau dans son vin et dire à la CDAO, bah, écoutez, ne vous inquiétez pas, on est dans ce cadre-là, on ne va pas couper, par exemple, la coopération avec les Nations Unies et autres, mais on s'arrête qu'à la France, le temps qu'il y ait quand même un respect mutuel dans ces... Donc c'est assez difficile entre les démocrates. On voit bien hein, le Sénégal qui est embarqué dans cette histoire. Et voilà. Et donc, c'est de savoir demain quel monde se proposera à nous. Et ça se fait aujourd'hui. Et qu'on ne puisse pas être influencé par des termes et par autres. Et qu'on on est aussi acteur aujourd'hui de ce qui se passe depuis le Mali, de toutes ces crises historiques, ces fins de cycle, il faut le dire, de domination. Qu'il y ait un monde apaisé, un monde serein et de paix. Bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Olga Ndinga. Je rappelle que vous êtes consultante sur l'actualité géopolitique chez Ziada TV. Merci de nous avoir visités aujourd'hui, mais surtout d'avoir été disponible. Merci à vous, Monsieur Perrin. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous l'avez constaté, c'est la fin de cette émission. Permettez que je vous rappelle de cliquer sur le petit pouce en l'air, c'est juste en bas de cette vidéo, pour nous aider à parfaire notre référencement. Mais en tout cas, pensez à vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. On se dit au revoir et à très bientôt, mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.